Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les coulisses du Web3, j'accueille Faustine Fleuret, CEO de l'ADAN, donc l'association pour le développement des actifs numériques. Salut Faustine. Bonjour Gary. Alors l'ADAN, ça a été créé il y a quasiment 4 ans. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu as fait avant l'ADAN ou l'ADAN? Je ne sais jamais comment on prononce. Alors on accepte les deux, nous on va plutôt prononcer la DAN. En tout cas, ravie d'être sur ce podcast aujourd'hui et de pouvoir répondre à tes questions. Donc je suis Faustine Fleuret, je suis présidente et directrice générale de la DAN, qui est l'association des professionnels du Web3 en France et en Europe. Aujourd'hui, ça veut dire un peu plus de 200 entreprises qui sont membres de l'association. Donc comme tu l'évoquais, au bout de 4 ans d'existence, je pense qu'on y reviendra, mais la DAN s'est créée en janvier 2020 autour de 11 entreprises, nos membres fondateurs. Et donc, il y a eu du chemin, effectivement, qui a été fait depuis. Avant la DAN, alors, à la base, j'ai une qualification, un master en banque finance. J'ai travaillé à l'autorité des marchés financiers, tout d'abord, sur des sujets pas forcément innovation, pas forcément numérique, sur les matières premières, sur les marchés financiers classiques. J'ai rejoint ensuite l'association française des marchés financiers, qui était la fédération représentant les entreprises de marché, les professionnels des marchés en France et en Europe, donc la MAFI. Et après la MAFI, où finalement j'ai découvert le sujet crypto à cette époque, j'ai souhaité complètement bifurquer des sujets finance traditionnels à la nouvelle finance, la crypto-finance et puis plus largement le Web3. Et donc j'ai rejoint Consensus. J'étais à la fois consultante sur des missions alors auprès du ministère de l'économie et des finances, auprès de la Commission européenne. J'ai suivi un projet de stablecoin qui depuis s'est lancé. Et je continue à suivre toutes les affaires réglementaires, à l'époque principalement en France, pas encore en Europe, mais toute la construction réglementaire autour de ces nouveaux marchés financiers de cryptoactifs. Et c'est donc chez Consensus que j'ai rencontré Simon Pollereau, qui est le premier PDG de la DAN et son principal architecte, justement avec ces 11 entreprises fondatrices dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on a commencé tous les deux. Il y avait également Sébastien Couture qui nous aidait sur la partie communication. On a commencé en 2020, après s'être rencontrés chez Consensus, et justement, en se faisant la réflexion, parce qu'on suivait, comme je le disais, ces textes, ces débats en France, en se faisant la réflexion qu'il manquait le représentant du secteur, le porte-parole, qui serait capable, dans ces débats, de porter la voix de l'industrie. Et est-ce qu'on peut dire que l'ADAN, c'est un peu le lobby de la blockchain en France? Et en fait, le lobby, souvent, on peut voir ce mot-là avec une connotation négative, alors que ce n'est pas forcément le cas dans là. Tout à fait. C'est pour ça que nous-mêmes, on ne va pas se présenter comme un lobby. Ensuite, outre l'aspect négatif du mot lobby, qui veut dire en fait représentant d'intérêt, finalement la représentation d'intérêt, on est effectivement une association qui vise à porter les intérêts, à porter la voix de nos membres qui sont les entreprises du Web3, que ce soit les startups, les acteurs, on va dire, natifs de ces innovations, fondés sur les technologies blockchain et cryptoactives. Donc que ce soit ces acteurs nouveaux, mais aussi tous les acteurs plus historiques, toutes les entreprises établies qui aujourd'hui se saisissent de ces mêmes innovations technologiques pour innover sur leur activité historique ou pour justement développer des nouveaux projets. Donc c'est pour ça on est fédérateur de l'ensemble de ces bâtisseurs du Web3 sur l'ensemble des cas d'usage que le Web3 représente aussi, à savoir bien sûr les cas d'usage financiers, et c'est historiquement ceux sur lesquels on a le plus travaillé parce que les débats réglementaires se sont en fait focalisés d'abord là-dessus. Mais il y a en fait une multitude de cas d'usage que derrière on représente aussi, et finalement l'attention des régulateurs se porte peu à peu sur toutes ces applications du Web3, ce pourquoi on a vocation à fédérer absolument tout le monde. Alors, on va revenir un peu sur les débuts de la DAN, mais avant ça, comment ça se passait? Comment l'industrie défendait ses intérêts avant la DAN? Est-ce qu'il y avait un dialogue avec la partie, avec le régulateur, la partie réglementation, ou justement, c'était pas le cas Alors, quand j'étais à la MAFI, à l'Association française des marchés financiers, donc qui est une association qui traite plutôt de la finance traditionnelle, c'est à cette époque-là que les régulateurs financiers se sont intéressés, alors à l'époque aux ICO.
les initial coin offering, les offres au public de cryptoactifs. Donc là, on C'était est plutôt en 2017. Oui, c'est ça. C'était l'époque où ça explosait, où il n'y avait pas du tout d'encadrement et où malheureusement il y avait eu beaucoup d'arnaques et de gens floués. Et donc les régulateurs financiers en fait se sont intéressés aux cryptoactifs tout d'abord via les ICO et se sont donc demandé qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là? Est-ce que ce sont des opérations financières qui doivent être réglementées par les règles financières qui existent ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Et donc, dans ces réflexions qu'avec les régulateurs, ils se sont tournés comme en général le font les décideurs publics quand, voilà, quand ils réfléchissent à élaborer un cadre, des lois. En fait, ils vont consulter le secteur. Et le problème, c'est qu'à l'époque, ils connaissaient pas le secteur. Donc ils ne savaient pas qui étaient ces nouveaux acteurs, qui étaient ces émetteurs de cryptoactifs. Ils ne savaient pas qu'il y avait un marché secondaire potentiellement derrière. Et donc ils se sont tournés vers les acteurs de la place bancaire et financière traditionnelle, les associations notamment, et donc la mafie. Et j'ai eu la chance, peut-être parce que j'étais la plus jeune et la plus appétente au sujet innovant, j'ai eu en fait la chance de récupérer le sujet à la mafie et donc de travailler sur cette consultation-là. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir beaucoup de latitude de la part de mon directeur de l'époque qui m'a permis en fait d'aller voir des non-membres de la mafie. Parce qu'une association, quelle qu'elle soit, la nôtre ou d'autres, en fait travaille avec ses membres en général exclusivement. Et moi j'ai eu en fait la possibilité d'aller à la rencontre. Enfin on m'a dit tu peux, j'ai demandé, aller rencontrer ces acteurs français qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas membres et qui pourraient aider à participer à ces réflexions. Et c'est dans ce contexte que j'ai monté le premier groupe de travail entre des membres de la mafie, donc voilà, les banques, les entreprises de marché, et ces nouveaux acteurs des marchés de cryptoactifs. Donc à l'époque, voilà, il y avait CoinHouse, il y avait Ledger, il y avait Consensus, etc. Où bah, je suis allée les voir, je leur ai expliqué ce qui se passait. Et par ce biais-là, on a pu porter une voix en fait finalement hybride via ce groupe de travail de la mafie entre bah, les membres de la mafie, les banques, la finance traditionnelle et ces acteurs-là. Donc c'était, on va dire, la première initiative de fédération d'acteurs de l'innovation crypto blockchain Web3. Sauf que, et c'est pour ça que je suis partie, la mafie n'avait pas vocation à être représentant de ces acteurs-là. Pour nos réflexions, ça avait été utile et on m'avait laissé la possibilité de mettre bah, ces entreprises nouvelles autour de la table. Mais voilà, ça ne pouvait pas devenir une mission cœur de la mafie. Et moi, c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment... je suis devenue mordieu, finalement, des cryptoactifs et du Web3. Et donc, que je suis partie finalement me former au cœur du réacteur chez Consensus. Et, et une fois Consensus, c'est vrai que bon, toutes ces entreprises qui avaient pu travailler dans ce groupe de travail qu'on avait formé avaient pu être identifiées par les décideurs publics. Donc, il y avait un dialogue qui s'était instauré avec ces quelques entreprises. Mais du coup, c'était pas une voix unique, c'était pas une voix fédérée, comme le fait une association professionnelle, à savoir qu'elle porte une voix du secteur, de l'industrie, une voix unique. Et c'est ça qui a manqué finalement et qui a vraiment motivé à ce qu'on crée la DAN en 2020. Ok. Et c'est intéressant. Donc, quand tu as quitté la Mafie, c'est pas tout de suite donc, pour créer la DAN. D'ailleurs, hein, toi, tu fais partie des fondatrices de la DAN ou tu as rejoint la DAN après sa création J'y suis depuis le début. Ok. J'y suis vraiment depuis qu'il y a eu les réflexions en amont, qu'ensuite ça a été lancé. Non, non, j'y suis depuis les origines, effectivement. Ok. Et donc, à ce moment-là, donc, avant que ce soit créé, donc tu étais chez Consensus, il n'y a pas eu ce. Parce qu'à partir du moment où tu as discuté avec tous les acteurs, donc tu parlais de CoinHouse, Ledger, Consensus, il n'y a pas eu cette volonté tout de suite de créer la DAN. Enfin, c'était peut-être pas. Le sujet n'était pas encore assez mature, peut-être. Alors, c'est surtout que l'état du secteur était pas du tout celui qu'on connaît Bien sûr. aujourd'hui. Et même entre 2020 et on est à l'aube de 2024, l'industrie du Web3 n'a rien à voir. Et donc, c'était encore très, très petit à l'époque. Donc, se fédérer, c'était se fédérer à très peu. Ça, c'était assez compliqué pour, du départ, pouvoir avoir ce projet commun, financer en commun et monter une association.
Et surtout, au tout début, on ne savait pas tellement vers quoi on allait. Les débats étaient en cours, il y avait un cadre qui, a priori, allait se mettre en place, mais à quel rythme, à quel point ça allait être lourd pour les acteurs, à quel point ça allait entraîner d'autres débats. Donc forcément, le besoin initialement était pas évident. Et surtout, il était localisé sur une partie des cas d'usage qui étaient les marchés de cryptoactifs. Donc voilà, je pense aussi à, par exemple, à Yexec, qui était membre fondateur, enfin qui est fondateur de l'association. Par exemple, ça, c'était pas nécessairement un sujet en 2018 pour Yexec du tout. Donc euh, là, là où ça a commencé à se préciser, c'est parce que justement ces débats au niveau français ont perduré et ont entrouvert la voie à des réflexions européennes. Et que en ouvrant la voie sur des débats marché de cryptoactifs, les régulateurs français, les décideurs publics français se sont intéressés au sujet sans vouloir forcément le lâcher après avoir légiféré sur les marchés de cryptoactifs. Donc finalement, quand c'est une thématique qui est entrée dans les radars durablement des acteurs publics, ça devenait de plus en plus important par rapport, enfin à l'époque, et c'est toujours le cas, hein, à l'énorme besoin de pédagogie, de faire connaître le sujet, le secteur, le fonctionnement des marchés de cryptoactifs. Et donc le besoin d'avoir une voix experte pour accompagner ces réflexions, c'est vraiment à ce moment-là que la nécessité d'un porte-parole s'est imposée. Ok. Et alors d'ailleurs, avant, il y avait une association qui s'appelait Chaintech, c'est ça? Et donc, qui a été Oui. dissoute au moment de la création de la DAN. C'était les mêmes personnes, en fait. Enfin, c'était les mêmes personnes, c'était les mêmes sociétés qui étaient membres. Et donc, du coup, il n'y avait pas intérêt d'avoir deux associations. Alors, c'est des discussions qu'on a justement eues avant le lancement officiel de la DAN. Alors, avec la chaîne Tech, et puis il y avait aussi la FGC. À l'époque, c'était une autre association, je ne sais pas si tu la connais. Et J'ai justement, entendu avant parler. que... À l'époque, je travaillais pour Premium, donc j'en ai entendu parler, Ok. effectivement. Bah, c'était des associations qui existaient. Et quand on a voulu créer la DAN, on a effectivement pris le soin de discuter avant. Parce qu'en fait, on allait complètement brouiller le message si on créait ça sans qu'on ait en fait l'ensemble des initiatives précédentes avec nous. La différence, c'est que la DAN, contrairement à ce qu'était la FGC ou la FinTech, c'est une association professionnelle, d'une part. Donc ça veut dire que le membership, les membres, ce sont des entreprises. Et c'est pas et des particuliers et des entreprises. C'est une cotisation beaucoup plus importante parce que ce sont, et c'est peut-être la deuxième grosse différence, la DAN, ce sont des permanents, ce sont des salariés à 100% sur l'association, là où la chaîne Tech et la FGC, c'était plutôt des activités bénévoles à côté d'autres activités professionnelles. Sauf que pour monter une association capable de travailler sur l'ensemble des sujets réglementaires, capable d'être identifié comme un acteur objectif qui porte une voix unique, fédérée, en fait, on n'avait pas le choix que d'avoir, et c'est comme ça qu'on est parti, des gens comme moi pour qui c'était l'activité à 100%, voire 200%, comme je cumule deux casquettes aujourd'hui, et qui avaient donc vraiment tout le temps à allouer à ces travaux-là. Donc, il n'y a pas eu du tout de sujet au moment du lancement de la DAN quand on a discuté avec ces associations. Au contraire, c'était presque, on va dire, une bonne chose, slash un soulagement, qui est une entité plus structurée avec des gens totalement dédiés qui prennent à bras le corps tout ce qui allait arriver. Et alors, les parties prenantes de ces associations, de la FGC, de la Chaintech, est-ce qu'il y en a qui ont rejoint la DAN ou, Wurtan, qui était principalement à l'origine de la FGC, était membre fondateur de l'association aussi. Et à la chaîne Tech, voilà, il y avait des contributeurs très importants comme Blockchain Partner, maintenant KPMG, mais pareil, qui étaient membres fondateurs de l'association. Donc, bien sûr, en fait, on a... le but, c'était pas du tout d'avoir des initiatives qui se court-circuitent. Au contraire, c'était plutôt de réunir les efforts, de mutualiser les efforts. Quand on a compris à quel point tous ces débats, toutes ces problématiques, tous ces besoins de pédagogie allaient être exponentiels et nécessiter encore plus de temps et donc une structuration naturellement plus poussée pour pouvoir gérer l'ensemble de ces sujets. tout à l'heure, tu mentionnais d'ailleurs, hein, euh,
le fait de conseiller le gouvernement sur les ICO en 2017. Est-ce que la FGC et la Gentech existaient déjà à ce moment-là et avaient déjà conseillé sur la partie ICO ou c'était pas encore pris au sérieux à ce moment-là? Alors de mémoire, oui, c'est 2 associations qui existaient. J'étais pas moi directement impliquée, je les connaissais, mais je travaillais vraiment sur ces sujets, via mon emploi de l'époque à la MAFI. Je crois qu'ils avaient participé en répondant aux consultations, mais je peux pas en être, à 100 sûre. Par contre, ils étaient effectivement déjà dans le paysage. Ok. Et alors c'est intéressant, tu disais que donc il y a eu 11 entreprises fondatrices de la DAN, dont Ledger, Consensus, CoinHouse. Tout le monde a mis la même somme sur la table pour démarrer la DAN, ou c'était en fonction des besoins et des budgets de chacun un peu différents? Alors, on a un barème des cotisations qui est public, qui est sur notre site internet et c'est un barème évolutif où chaque entreprise va cotiser selon des critères qui sont effectivement, relatifs à leur taille, à leur importance, à leur stade de maturité. Donc c'est le principe de notre association, c'est qu'on veut fédérer à la fois les plus petits et les plus gros. Mais qu'on doit, aussi, être, conscient que, les plus petits peuvent pas mettre autant que les plus gros. D'où ce choix de barème évolutif. Il y a des associations où les cotisations vont être, égales entre tous les membres. Il y a des associations qui vont faire le choix d'avoir justement des cotisations extrêmement élevées pour ne fédérer que les plus gros acteurs, ça existe. Nous, notre philosophie, c'est de représenter justement, de la façon la plus juste, quel est le secteur? Et en vérité, le secteur, c'est d'abord des petits et des moyens acteurs. Donc, c'est pour ça qu'on fait le choix, d'avoir des cotisations, pour les plus petits acteurs qui sont vraiment très abordables, pour, qu'ils puissent être, de la même façon défendus par l'association que peuvent l'être les plus gros qui ont les ressources, financières plus importantes. Et ensuite, au-delà de la contribution financière par les cotisations, derrière, les membres peuvent aider aux travaux de l'association par des ressources, humaines, hein. Quand on a des groupes de travail, des comités, chaque membre, enfin, et pour y participer, va mettre, des personnes, en capacité de participer aux réunions, en capacité de nous aider à rédiger, à apporter leur expertise. Donc voilà, il y a d'autres façons derrière pour les membres de soutenir l'action de l'association. Ok. Toi, de ton côté, tu as été en charge de la stratégie et des relations institutionnelles avant de devenir CEO en mai 2021. Tu peux un peu expliquer cette évolution? Alors, c'est très simple. Quand, l'association a été créée en 2020, donc Simon Pollereau était président et directeur général. J'étais la première permanente, à ses côtés donc et donc je suis, arrivée en tant que directrice stratégie et relations institutionnelles. Le but, c'était que j'avais l'expertise à la fois du monde de l'association professionnelle, en ayant travaillé pour, la MAFI. J'avais la connaissance de à quoi ça ressemblait, derrière le paysage, public français parce que j'avais travaillé à l'autorité des marchés financiers, parce que, à la MAFI, mes interlocuteurs, c'était déjà, gouvernement, parlementaire, autres régulateurs, autres associations et en ayant été, chez Consensus, j'avais continué et à me former sur, les cryptoactifs, et à suivre les débats, réglementaires. Donc mon poste, c'était la conjonction de tous ces apports que, j'avais amenés, au tout début de l'association, en tant que première permanente. Au bout d'1 an et demi, effectivement, Simon Polleroux n'a pas souhaité rester président, de la DAN, donc ne s'est pas représenté au moment, de renouveler son mandat, au moment des élections, de la présidence et m'avait proposé il y a déjà quelques mois auparavant, de reprendre la direction générale. Et en fait, c'est dans cette perspective que j'ai souhaité me présenter à la présidence pour, être sûre que la voix que porterait la DAN serait vraiment la voix du secteur. Parce que j'avais en fait cette casquette, à DAN en tant que, directrice stratégie et directrice générale que j'allais devenir et donc en capacité de porter la voix de tous les types d'acteurs que l'on représentait, sans forcément avoir plus d'intérêt, pour un sujet qu'un autre, ou plus de biais pour un sujet qu'un autre.
Et je pense que c'est ça qui a permis mon élection. On était 5 candidats, en mai 2021. C'était justement de pouvoir, être potentiellement plus fédératrice et plus universelle dans la voix que j'allais pouvoir porter. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux un peu expliquer tu parles de 2 casquettes. Est-ce que tu peux un peu détailler ces 2 casquettes? Oui, tout à fait. Alors oui, je suis et présidente et directrice générale. Donc en tant que directrice générale, j'ai en charge, la gestion globale de l'association, donc sa structuration, le management, de mes équipes, aujourd'hui, 6 personnes, la, définition et la mise en place, de la stratégie, de développement de l'association, notamment et de développement de nos membres, indirectement. Donc c'est ma casquette opérationnelle, on va dire, la direction générale. La casquette de présidente, c'est plutôt une fonction de représentation. C'est-à-dire que auprès, de membres du gouvernement, auprès de parlementaires, par exemple, dans le cadre, d'auditions, dans le cadre, de rendez-vous avec, la présidente de l'AMF, la présidente de la l'AEG. Voilà, ça va être moi qui vais être, en capacité, de, parler à ces personnes et de porter la voix du secteur. De la même façon sur des conférences, sur des interviews, sur des plateaux télé. Du moment où il faut parler pour le compte du secteur, au nom du secteur, c'est plutôt, effectivement ma casquette de présidente que je vais pouvoir prendre et c'est cette attribution qui me revient. Enfin, en tout cas, ça me rend, on va dire, légitime pour, porter la voix du secteur du fait d'être, présidente de l'association. OK. Et alors, est-ce que tu peux en revenir maintenant en détail sur les grandes missions de la DAN? Moi, ce que j'avais en tête, c'est peut-être le fait de conseiller des projets, de conseiller aussi le gouvernement et l'aider à mieux comprendre les enjeux autour de la technologie blockchain et des différents use cases associés, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Peut-être aider à harmoniser les lois. Et d'ailleurs, on reviendra sur la loi MiCA, qui va être assez impactante pour 2024. Et aussi peut-être défendre, bien sûr, les intérêts des projets, l'écosystème blockchain. Bien sûr, alors, petit disclaimer, on n'est pas des consultants, enfin tu parlais de conseils. Ouais. La DAN ne veut pas être, consultant de nos membres. Nous, notre mission, elle a toujours une, vocation sectorielle, industrielle. Donc on porte, les intérêts de l'ensemble de nos membres, de l'ensemble du secteur, mais on va pas pouvoir porter des voix individuellement. C'est pour ça qu'en fait, tu as en général, dans un paysage, peut-être un peu plus mature, je prends par exemple les marchés financiers, tu vas avoir l'AMAFI, c'est l'association professionnelle du secteur. C'est elle qui va porter des messages et quand en fait c'est les messages de l'industrie, ils sont toujours plus puissants que si c'est les messages de monsieur A, entreprise B, du secteur. Mais chaque entreprise derrière, va avoir des gens qui vont porter, les intérêts, spécifiques, de l'entreprise et en fait, c'est totalement complémentaire. C'est ça qu'on appelle les affaires publiques dans une entreprise. C'est ceux qui vont porter les messages, porter les positions de l'entreprise. Et en fait, si tu es un bonne affaire publique d'une entreprise, tu as fait passer la position, fait passer le message pour essayer de l'harmoniser pour que l'association, elle la porte comme un message industriel, on va dire. Donc nous, on va être une association des professionnels en général. Notre mission, vraiment, si je prends la mission et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire derrière pour la réaliser, c'est que le Web3 se développe, qu'il y ait une croissance en France et en Europe, un épanouissement des entreprises, qui composent le secteur. Donc nous, on veut les faire grossir, on veut que, les plus petits, les moyens et les gros deviennent, les champions de demain du Web3. Et pour ce faire, il y a aujourd'hui plusieurs choses, qu'on doit réaliser. Peut-être la plus bateau, mais en fait, on se rend pas compte à quel point c'est chronophage et c'est un prérequis sous-jacent à toutes nos autres missions, c'est la pédagogie, c'est l'éducation. Pourquoi est-ce que c'est, je dis, un sous-jacent à l'ensemble de nos autres missions? Parce que quand on va aller, tu parlais de la loi MiCA tout à l'heure. On va débattre dans le cadre de règlement MiCA, parce que on parle plutôt de règlement que de loi MiCA. On va s'asseoir autour de la table avec, par exemple, la Commission européenne pour commencer. On se rend compte très rapidement au début, du projet MiCA que la DeFi est interdit. Bon, donc là, on s'assoit, on dit: «Bah, bon, par contre, je vulgarise, hein, les gars, là, vous avez interdit la DeFi, c'est pas une bonne idée pour telle, telle raison».
Et en fait, tu te rends compte que c'est juste que les gens ne connaissent pas la DeFi. Donc, ils n'ont pas fait exprès d'interdire la DeFi. C'est juste qu'ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un nouvel écosystème d'applications décentralisées sans intermédiaire derrière qui existait et qu'effectivement, si dans ton règlement, tu dis il faut absolument de personnes morales pour réaliser des services sur cryptoactifs, Mmh. oui, effectivement, tu interdis la DeFi. Sauf que c'est pas fait exprès. C'est juste que on ne connaît pas la DeFi, tout comme on ne connaissait pas les NFT, tout comme on ne savait pas comment les marchés primaires et secondaires de cryptoactifs fonctionnaient. Tu vois, par exemple, si tu prends le paradigme financier actuel, pour accéder à une plateforme genre Euronext, toi et moi, particuliers, on ne peut pas y aller directement. Tu passes par un broker, des intermédiaires, machin. Dans le monde crypto-finance, dans le monde des marchés de cryptoactifs, on est en accès direct des plateformes. Ça aussi, c'est par exemple tout à fait différent. Donc, une fois que tu as compris ça, c'est-à-dire que les gens qui finalement débattent, font les lois, bah, forcément, ils sont pas experts du sujet et on peut pas du tout leur en vouloir. Parce que les parlementaires, ils sont sur 30 sujets différents. Les régulateurs financiers, ils connaissent les marchés financiers actuels et forcément, ils ont ce référentiel en tête. Ouais, tu peux pas leur en vouloir, mais du coup, tu es obligé, et c'est pour ça que c'est extrêmement chronophage, de repartir de pourquoi vous interdisez la DeFi? Parce que la DeFi, ça existe, c'est ça. Et donc, si vous faites ça dans Mika, vous l'interdisez. Donc, notre énorme première mission sous-jacente à tout, parce que si tu veux passer une position, tu es quand même obligé qu'à la base, on ait le même niveau de connaissance, enfin en tout cas un niveau de connaissance de base, c'est la pédagogie. Derrière, je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé un peu en filigrane depuis qu'on échange, c'est notre participation au débat en matière de réglementation ou de fiscalité autour du Web3, des marchés de cryptoactifs. Euh, on a la chance en France que l'approche de base ait été les cryptos, le Web3, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, il faut qu'on crée un cadre adapté et spécifique. Je dis ça parce que, on le voit très bien aux États-Unis, par exemple, l'approche est totalement différente, à savoir, a priori, soit on est dans le flou, soit à un moment on vous dit que vous êtes des instruments financiers, et donc vous passez sous le joug de la réglementation financière, mais il n'y a pas cette approche de oui, les cryptoactifs, ça a l'air d'être quelque chose de nouveau. On va créer une nouvelle qualification juridique, on va créer un nouveau texte. Donc pour ça, on a eu la chance en France d'avoir cette approche extrêmement inédite et je dirais visionnaire de nos régulateurs qui a ensuite inspiré l'Europe. Pourquoi je dis ça? Dans ce contexte, il y a tout qui est à faire. Il y a toute la réglementation qui est à créer. Et c'est là où nous, on est présents en amont de ces réglementations, en amont de ces réflexions, pour imaginer le cadre le plus adapté. Parce que c'est aussi quelque chose qui a été difficile. Enfin, il y a aussi de la pédagogie beaucoup au secteur à faire de notre côté. C'est vrai que si tu prends l'idéologie en plus derrière les cryptoactifs, c'est vrai que la réglementation, ça botte pas grand monde. Sauf que c'est ce qu'on a expliqué du départ, il y en aura une. Et donc, s'il n'y a pas le secteur qui est représenté ou qui donne sa voix, il y en aura une potentiellement nulle. Parce que, comme je disais, il faut qu'on soit là pour expliquer pourquoi telle règle, elle n'est pas adaptée, pourquoi si vous faites ça, vous interdisez la DeFi, etc. Donc, une fois que les régulateurs ont identifié le sujet et ont dit on mettra un cadre, pour nous, l'enjeu, c'est d'être présent dans ces réflexions pour les aider, pour que si ce cadre existe, il soit efficace, il soit adapté et il soit pragmatique pour le secteur. Donc, en amont, on va énormément discuter, on va être consulté, on va challenger, on va dire, ce qui va pouvoir être proposé par les décideurs publics, proposer des ajustements, parce qu'il faut toujours être constructif, ça sert à rien d'aller dire votre loi, elle est nulle si tu proposes rien en face. En fait, la loi, elle restera comme ça. Non, non, il faut être vraiment très, très concret, très constructif. Et à la fin, voilà, on a un texte sur lequel on a eu l'opportunité de porter la voix du secteur qui est adopté. Et une fois qu'il est adopté, notre mission auprès du secteur, ça va être d'aider, de préparer les entreprises et de les aider dans la mise à conformité. Donc ça peut être voilà, à travers des guides, comment est-ce que il faut respecter la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en France, comment se préparer à un contrôle de la CPR quand tu as un PSAN, etc. Donc on va être et en amont et en aval de ces débats en matière de réglementation et de fiscalité. Et ensuite, il y a, je dirais, une troisième, même si je pense que je ne suis pas exhaustive en disant tout ça, mais
Une fois qu'on a parlé de pédagogie et de réglementation, en fait, il y a toutes les actions qui vont être pour nous de promotion et de lever les obstacles qui sont pas forcément des obstacles réglementaires. Je pense par exemple, à l'accès aux comptes bancaires, aux problématiques, d'assurance, aux problématiques de financement, qui sont aujourd'hui des problématiques encore très réelles pour le secteur et où c'est pas toujours forcément une, réponse, législative qui est attendue. Et donc en général, ça va être pour nous, trouver les bons interlocuteurs, pour comprendre quels sont ces problèmes, d'où, ils viennent, hein. Ça peut être, parce que, voilà, ça se voit encore beaucoup, hein. Bon, des gens qui connaissent pas le secteur évidemment, des gens qui savent pas qu'il y a une réglementation, ça c'est encore, très vrai. Beaucoup de gens qui se rendent pas compte que depuis, 2019, il y a une réglementation, en France, que MiCA ça arrive l'an prochain, voilà. Et le flou ou l'impression d'absence de réglementation empêche, beaucoup de gens de s'intéresser ou de croire dans le secteur. Parce que sans cadre, c'est extrêmement difficile de se projeter. Donc voilà, on identifie le problème et ensuite on essaie de trouver des solutions qui ne sont pas forcément d'ordre, législatif ou réglementaire. C'est pour ça que j'en faisais un troisième point. En fait, ça va être toutes les actions par rapport aux besoins de nos membres qu'il faut qu'on entreprenne pour, lever les obstacles à leur développement. Ok, très clair. Pour revenir d'ailleurs sur le premier point que je mentionnais tout à l'heure, donc la partie conseil aux entreprises, euh, plus peut-être sur la partie juridique, admettons qu'aujourd'hui je suis un projet, que je veux justement lancer mon projet, mais d'un point de vue compliance, donc réglementation, je ne sais pas trop comment placer mon projet. Alors, prenons par exemple l'exemple d'un stablecoin qui redistribue les intérêts aux détenteurs du stablecoin. C'est un sujet assez à la mode, il y en a de plus en plus. Parce que le collatéral est placé en bon du trésor et donc ça génère des intérêts et donc les intérêts sont redistribués aux détenteurs du stablecoin. Euh, Par exemple, si on prend l'exemple de MiCA, la réglementation MiCA, c'est pas très clair où est-ce que ce projet pourrait s'inscrire. Et donc, quand je suis porteur d'un tel projet, qui je vais voir? Est-ce que je vais voir du coup la DAN? Est-ce que je vais voir le régulateur type l'autorité des marchés financiers ou la CPR, qui est un peu je crois, hein, corrige-moi si je me trompe, la filiale de la Banque de France, mais dédiée au fintech, entre guillemets, si je devais un peu... Alors, l'ACPR, c'est le superviseur bancaire, c'est-à-dire c'est celui qui, justement pas les fintechs, mais supervise les banques et les compagnies d'assurance en France. Donc c'est le régulateur, oui, c'est le bras armé de la Banque de France, effectivement, mais c'est le régulateur et superviseur de la banque et assurance traditionnelle. Ok. Et donc, quand j'ai un tel projet, est-ce que je vais voir directement la DAN ou la DAN, c'est pas votre vocation et c'est pas grave, et faut directement aller voir le régulateur Alors nous, effectivement, on ne va pas conseiller un projet sur, comme, enfin, c'est pour ça, il y a des cabinets de conseil, des consultants qui le des font très avocats bien. aussi Pour voilà, exactement, on va pas conseiller de ce point de vue-là. Par contre, on va pouvoir apporter des réponses qui peuvent, aider, et clarifier la vision, ou la construction de la roadmap. Et c'est pour ça que de toute façon, c'est intéressant, d'être à l'association parce que c'est soit des réponses qui peuvent venir de nous, par exemple, et ça j'en parlais, il y a pas longtemps aux incubés accélérés de Cube3. Par exemple, ceux qui veulent aujourd'hui développer quelque chose, dans les jeux vidéo Web3, nous on va pouvoir dire: «Ah bah, il faut que vous sachiez qu'il y a des débats, parlementaires, en ce moment, donc ça veut dire qu'il y aura un encadrement qui va être mis en place, probablement en 2024, donc il faut que vous puissiez l'anticiper. A priori, c'est ça, 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 ça». Et ça, c'est vrai qu'on va plutôt avoir l'information puisque nous, on est en amont. Même si tu vois, tu vas avoir des experts, juristes, des avocats qui suivent un petit peu, mais c'est nous qui finalement discutons en direct avec, ces parlementaires, avec les régulateurs et cetera. Donc on va, je pense, donner une vision sur, ce qui peut se passer, pas sans forcément être, très technique, mais ce qui permet d'anticiper. Et ensuite, si c'est pas la DAN qui donne la réponse, c'est-à-dire si c'est pas moi ou mes équipes, qui sommes sur le sujet, en fait, la DAN, c'est un réseau. C'est un réseau, aujourd'hui, je disais, d'un peu plus de 200 entreprises. Et il y a beaucoup de membres qui trouvent leurs réponses aussi auprès des autres. On fonctionne en comité, donc tu vois, on a un comité PSAN, un comité DeFi, un comité NFT, un comité de tokenisation, un comité juridique. Si tu es un PSAN et que tu as une question, tu vas voir, le président du comité PSAN, les membres du comité PSAN, et tu as très, très souvent, la réponse. Parce que tu as les gens qui sont passés avant toi et en fait, c'est le but d'une association, c'est de partager.
partager ton expertise, partager ton expérience. Et la mission de l'association, c'est que le secteur se développe. Donc tout le monde. Donc c'est vrai que c'est des gens qui sont en concurrence au sein de l'association, hein. Tous les membres, il y a des membres qui sont sur des segments où ils sont en concurrence, mais c'est aussi de la coopération parce que c'est une concurrence qui doit se développer, qui est saine, qu'elle se développe. Et c'est gagnant pour tout le monde finalement si l'industrie, si l'écosystème au global devient puissant. Donc, que ce soit nous directement ou les membres de l'association, tu vas, grâce à ce réseau-là, bénéficier de la connaissance des plus anciens si tu es un petit. Tu vas pouvoir trouver potentiellement des partenaires, tu vas avoir des options qui s'offrent à toi parce que tu savais pas que voilà, tu pouvais faire ci, faire ça, que cet assureur il était plus friendly que d'autres. Voilà, donc de toute façon, c'est ce que je disais à ces acteurs-là qui sont en phase de vraiment se structurer, qui ont encore une roadmap à, mmh, à construire. Il faut être entouré. Vraiment, il faut être entouré. Et un autre point intéressant, je trouve, c'est donc à la base, vous avez créé la DAN vraiment pour l'écosystème blockchain français. Il se trouve que par exemple, la réglementation MiCA elle a vraiment un scope européen. L'idée, hein, c'est vraiment d'harmoniser la réglementation crypto en Europe. Est-ce que vous, maintenant, vous défendez toujours que le secteur blockchain français ou vous avez vocation à vous étendre à d'autres pays européens? Alors, on a une ambition d'être une association européenne parce qu'aujourd'hui, on est la principale fédération de professionnels du Web3 en Europe. On est de plus en plus représentatif de l'écosystème, pas seulement franco-français, pour la simple et bonne raison que oui, on travaille sur l'ensemble des dossiers européens parce que ça concerne les Français, mais que donc potentiellement, ça concerne aussi des acteurs non français qui trouvent dans le travail de la DAN aussi un intérêt. Et donc, notre ambition, et elle a été réaffirmée à la rentrée avec nos membres, et c'est vraiment notre stratégie sur les prochaines années. Et c'est pour ça qu'on a des grands acteurs qui nous rejoignent aussi. Je pense à Sorare très, très récemment. Voilà, on a des Fireblocks, des OKX à l'association. On est une association européenne. Et c'est pour ça que depuis octobre, et ça a été un recrutement très long parce que c'est une perle rare et c'est pas évident de trouver la bonne personne. Depuis octobre, j'ai une collaboratrice à Bruxelles qui est donc au plus près des institutions européennes, qui est une ancienne du Sérail puisqu'elle a été assistante de parlementaires européens. Et ça renforce considérablement notre force de frappe au niveau européen. Donc oui, on est démarré comme une association, on va dire française, même si ni dans notre nom, ni dans notre description, ni dans le site internet, c'est adan.eu, c'est pas adan.fr. On a voulu préciser France depuis le début parce que de toute façon, on le savait que bon, déjà l'innovation numérique, elle est sans frontières, mais en plus, avec l'Union européenne, le cadre, la réglementation, c'est européen. Donc on allait avoir une action bien au-delà des frontières françaises. Ok. Et d'ailleurs, tu parlais donc de cette nouvelle collaboratrice qui est au plus près à Bruxelles, là où il y a le Parlement européen. Tu peux expliquer, donc c'est-à-dire qu'elle est à des interactions, on va dire, de façon hebdomadaire avec des députés. Et comment ça marche d'ailleurs aussi comment la DAN, par exemple, si on prend la réglementation MiCA, ça a été quoi un peu votre rôle si vous en avez eu un? J'imagine que vous avez été consulté. Comment ça s'est articulé? À quelle fréquence vous avez des contacts avec le gouvernement? Quelles entités? Quels régulateurs? Alors Mika, ça a été un long dossier hein, parce que ça a été le premier historiquement que l'association a géré au niveau européen, tout simplement parce que la Commission européenne a lancé une consultation en décembre 2019, donc en janvier 2020, j'étais dessus. Et c'était les premières réflexions autour de qu'est-ce que serait l'encadrement des marchés de cryptoactifs, ça s'appelait encore pas Mika à l'époque. Et c'était un peu la réflexion que la France avait menée plusieurs années avant, quand je disais, voilà, il y avait les ICO, les régulateurs se sont posés la question de qu'est-ce qu'on fait.
En fait, la Commission européenne, finalement, elle en était à ce même niveau de questionnement. Et donc, c'est par là qu'on a commencé, en répondant aux questions de la Commission européenne. Et ensuite, sur la base de cette réponse qu'on a formulée, parce que ça, les consultations publiques, c'est donc public. Et donc, en fait, tout un chacun, s'il a envie, peut aller sur le site de la Commission, remplir le formulaire pour répondre aux questions. Ensuite, au-delà de la consultation publique, nous, avec les interactions privilégiées qu'on a, on va aller discuter avec ces gens à la Commission européenne. Et dans le cadre du processus européen, c'était déjà intéressant pour nous d'aller voir des parlementaires européens, d'aller voir les représentants des États membres au Conseil de l'Union européenne. Donc voilà, décembre 2019, tu as la première consultation de la Commission européenne. Sur la base de cette consultation, des réponses qu'elle a reçues, des échanges qu'elle a eus avec les répondants, pas tous parce qu'il y en a eu beaucoup, septembre 2020, proposition MICA. Donc la Commission européenne rend la première version du texte qui alors a pris le nom de MICA pour Marketing Crypto Assets. Et donc là, rebelote, tu as le texte en main, donc tu vas pouvoir dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc voilà, on met à jour notre position. Sur la base d'une position, parce que c'est ce que je disais, il faut être concret et constructif. Donc il faut en général, on rédige d'abord quelque chose, une analyse avec des recommandations en face, et derrière, on va discuter. Parce que tu vas pas discuter juste pour dire que tu es content ou t'es pas content. Donc pareil, tu vas voir la Commission européenne, tu sais que derrière la proposition de la Commission européenne, elle va être retravaillée par le Conseil de l'Union européenne et par le Parlement européen. Donc pareil, tu sollicites des rendez-vous avec ces gens-là. Sur des textes, en fait, tu vas avoir des parlementaires européens référents. Donc en général, c'est plus intéressant d'aller voir ces personnes-là de premier abord. Le but, c'est d'avoir le plus d'alliés possible, mais voilà, tu vas aller voir ceux qui sont désignés par leur parti pour travailler plus spécifiquement. Ensuite, tu vas un peu te rendre compte quelle est la philosophie derrière chaque parti sur l'innovation et sur la réglementation de l'innovation. Donc voilà, tu vas un peu affiner aussi ton analyse de quelles sont les personnes avec qui tu vas plus pouvoir discuter, les personnes avec lesquelles, en fait, bon, finalement, vaut mieux pas perdre de temps, etc. Et voilà, tu as, après la proposition de la Commission européenne, tu as un texte du Conseil de l'Union européenne qui a lui-même amendé ce que la Commission européenne a fait. Tu as le texte du Parlement européen qui a fait la même chose. Tu te retrouves avec 3 textes, les 3 versions de tes institutions européennes. Et là, tu as le trilogue. Et alors là, tu discutes avec tout le monde. Parce qu'en fait, le but d'un trilogue, c'est quoi? Tu as 3 versions d'un texte. Bon, le plus simple, c'est quand les 3 institutions sont d'accord. Donc, tu as ça. Je dis une bêtise. Hein. Article 1, bon, tu avais la Commission européenne qu'elle avait proposée. Ni le Conseil, ni le Parlement n'a quelque chose à redire. Donc, en général, tu sais que ça va être cet article 1. Voilà. Par contre, sur d'autres articles, voilà, article 2, la Commission européenne propose ça. Le Conseil il propose d'amender de telle façon. Le Parlement de telle façon. Bon, c'est là où il va y avoir des discussions et où tu as à la fin le plus de latitude sur des changements à apporter. Donc voilà, dans ce cadre de ce trilogue, nous on s'insère là-dedans pour orienter ce qui va être la dernière et la version finale du texte MICA qui a été adopté au premier semestre 2023. Et donc c'est pour ça que je dis c'est extrêmement long parce que je suis partie de décembre 2019 et MICA s'est adopté en 2023. Donc, dans ce cadre, ça fait entre 3 et 4 ans de discussion que l'on a. Et donc, tu me poses la question, effectivement, ça doit être régulier. Et ça doit être régulier sur la base d'un travail que nous, on fournit régulièrement avec nos membres. C'est-à-dire que les positions de tout le monde évoluent. Et donc, c'est à nous aussi de nous ajuster à chaque fois. Par exemple, quand sur le sujet DeFi, au début, c'était interdit. Voilà, on a travaillé pour expliquer pourquoi il ne faut pas. Bon, ça a été un sujet sur lequel on a été très convaincant. Donc, fort heureusement, MiCA n'interdit pas la DeFi. Et je pense qu'on a été vraiment très efficace sur les stablecoins, qui est un sujet beaucoup plus politique. Ça a été hyper, hyper, hyper compliqué. D'où le fait que dans MiCA, l'un des dispositifs les plus durs, c'est celui sur les stablecoins. Mais voilà, ça dépend aussi de... voilà, si, comme je disais, il y a des connotations politiques à certains sujets, les stablecoins, c'est la monnaie, c'est régalien. Donc forcément, c'est des discussions plus difficiles à avoir.
Et c'est pour ça que ça prend énormément, énormément de temps. Ouais. Bah, pour revenir sur la DeFi, corrige-moi si je me trompe, mais du coup, je crois que ce n'est pas inclus dans le scope de MiCA. Ce sera prévu Tout pour à une fait. prochaine réglementation MiCA. Et dans le cas des stablecoins, alors corrige-moi si je me trompe encore, mais je crois avoir vu passer que MiCA voulait réguler le volume d'échange des stablecoins de façon journalière à 200 millions, je crois, d'euros, Oui. enfin dollars. On parle des stablecoins dollars et pas des stablecoins euros par jour. Euh, Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, ça me semble quand même assez utopiste. Et comment tu peux forcer les plateformes d'échange à appliquer cette réglementation dans les faits? Est-ce que c'est pas juste un moyen de dire, voilà, on veut favoriser les stablecoins euros, mais dans les faits, on peut pas non plus limiter les échanges? Alors, c'est pour le coup, le plafonnement de l'émission stablecoin, c'est sur certains stablecoins, donc c'est Ok. pas sur tous. Et effectivement, ça a été un gros sujet pour nous, de discussion et de différends, avec, que ce soit la France et l'Europe, parce qu'il y a vraiment un manque de compréhension des opportunités en termes de compétitivité et de souveraineté, derrière l'émergence d'un écosystème de stablecoin euro. Les stablecoins, ça fait extrêmement peur. Enfin, on l'a vu, hein, c'est historique. C'est avec le Libra de Facebook qui est devenu Diem, qui est devenu rien. Mais c'est dès ce moment-là où les banques centrales, les gouvernements de partout dans le monde ont réalisé ce qu'était potentiellement un stablecoin. Et malheureusement, ont imaginé que tous les stablecoins étaient des Libra. Parce qu'en fait, ce qui a fait peur, c'est la force de frappe de Facebook, émetteur d'une monnaie de main, soit près de 3 milliards d'utilisateurs si tu prends toutes les applications de Facebook. Mais en ayant ce référentiel-là, effectivement, derrière, ils ont pensé à un cadre qui est absolument disproportionné par rapport à la réalité de ce que peuvent être les émetteurs de stablecoins, à savoir pas tous des GAFAM, ça c'est sûr, et surtout les risques posés par ces stablecoins qui, pour la plupart, ne vont pas avoir les niveaux de liquidité et d'utilisation qu'aurait pu effectivement avoir un Libra. Ce qui explique que les discussions étaient très compliquées parce que malheureusement, le référentiel de départ pour la réflexion des décideurs publics était celui-ci. Mais malheureusement, il y a encore un énorme manque de compréhension que la meilleure idée, c'est pas tellement d'interdire les stablecoins ou de le remplacer par un euro numérique de la Banque centrale, ce qui est en fait le pari de l'Europe. La meilleure idée, ce serait de promouvoir le développement d'un écosystème de stablecoins euro, qui est effectivement dans la main d'entités privées et non plus de l'État. Et ça, c'est un changement de paradigme énorme qui, si on y arrive, doit mettre forcément du temps. Parce que les acteurs en place sont globalement anti. Et j'ai parlé que des décideurs publics, mais les banques, à quelques exceptions près, l'industrie bancaire est aussi fondamentalement contre. Alors bien sûr, on a le projet de SG Forge, mais qui est un peu un ovni au sein de l'industrie bancaire et financière, en tout cas des grands groupes bancaires, parce que de l'UBAC et compagnie, qui est aussi très avancé sur les sujets crypto en France, c'est pas dans les grands groupes bancaires systémiques, mais voilà. Sinon, l'industrie bancaire et financière ne voit pas du tout d'un très bon œil l'émergence de stablecoins. Sauf qu'ils ne comprennent pas que, à la limite, ce qui devrait nous faire peur, c'est plutôt l'émergence de stablecoins dollars qui sont hégémoniques aujourd'hui, face à un manque de compétition par des stablecoins euros. Euh, et c'est pas l'euro numérique de la Banque centrale européenne qui va être la solution. Complètement d'accord. Alors, c'est vrai que enfin, les stablecoins euros aujourd'hui représentent une goutte d'eau dans le marché par rapport aux stablecoins dollars. Stablecoin dollars, on parle de plus de 120 milliards de capitalisation. VS les stablecoins euros, je crois qu'on parle de 200 millions. Donc, c'est clairement négligeable. De manière générale, toi, tu es satisfaite de cette réglementation MiCA? Tu penses que ça a été un, un win-win des deux côtés? Ou, à part la partie stablecoin, il y a euh, d'autres pas échecs, hein, mais d'autres parties sur lesquelles vous restez un peu sur votre faim? Alors, je pense que au global, Mika est une bonne nouvelle. Parce que comme je le disais, l'absence de cadre, c'est pas une solution pérenne. Et l'absence de connaissance de quel sera ce cadre, c'est-à-dire le flou juridique et réglementaire, c'est tout à fait délétère au développement de business. Donc, Mika, finalement, c'est d'abord de la clarté pour les entreprises qui savent à quelle sauce elle va être mangée
même si elle peut être un peu piquante. C'est aussi une bonne nouvelle parce que c'est une réglementation européenne et donc contrairement à la réglementation française jusqu'à maintenant, ça va permettre aux entreprises d'exercer dans toute l'Europe une fois que tu seras conforme à MiCA. C'est vrai que jusqu'à maintenant, si tu veux exercer en France, il faut être conforme à la réglementation française. Si tu veux exercer en Allemagne, tu dois te conformer aux règles allemandes, etc. Donc MiCA, ça instaure le passeport européen qui fait que ta MiCA, c'est valable dans tout l'espace économique européen. Tu vas voir l'AMF si tu es un acteur français pour te faire autoriser, et ben tu n'auras pas besoin d'aller voir les autres régulateurs pour pouvoir opérer partout. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment aussi une très bonne nouvelle. Ensuite, par rapport à la première mouture de MiCA, donc la version de la Commission européenne que j'évoquais tout à l'heure de septembre 2020, on a vraiment pu influer pour éviter d'énormes écueils. Alors, j'ai parlé de la DeFi qui aurait pu être interdite. J'ai pas parlé des NFT, mais qui auraient pu tomber dans le périmètre de MiCA. Et donc, ça n'avait aucun sens pour des projets qui n'avaient rien de financier, même impliquant des NFT. Donc ça aussi, très bonne nouvelle, puisque ce qui a été acté, c'est que l'Europe doit réfléchir à mieux qualifier ce que peuvent être les NFT, parce que finalement, ce n'est pas du tout une population d'actifs homogènes, et comment les réglementer, et est-ce qu'il y a un nouveau cadre à créer pour ces actifs-là. Et je dirais le troisième sujet sur lequel on a été influent et pour la bonne cause, c'est qu'à un moment, on a quand même parlé de l'interdiction du minage en Europe. Et l'interdiction pour des acteurs de marché de recourir à des cryptoactifs sur des blockchains qui reposent sur du proof of work. Donc là, relativement catastrophique quand même. Et heureusement, ça n'a pas été maintenu dans le texte, mais parce qu'on a porté une position extrêmement forte au moment des débats. Donc globalement, MiCA, on a évité vraiment le pire si je prends ces trois points-là. Et on a un cadre, sauf les stablecoins dont j'ai déjà parlé, qui est plutôt... Alors même s'il est dur et ça va être un enjeu pour les plus petits acteurs de s'y conformer et ça va être un certain coût, mais les règles sont plutôt pas aberrantes, on va dire. Là où on va être, juste là où on va être effectivement très vigilant, c'est les délais pour que les acteurs soient autorisés. Parce que quand tu n'es pas autorisé, tu n'as pas le droit d'exercer. Et on l'a vu en France, hein, les délais, quand ils sont extrêmement longs, ça oblige des acteurs à mettre la clé sous la porte. Et notre crainte, c'est que tu as un régime européen, que tu sois en Europe ou pas, si tu t'adresses au marché européen activement, tu dois respecter MiCA. Sauf que quel est le pouvoir de contrôle et de sanction en Europe pour des acteurs qui ne respectera pas MiCA et qui ne sont pas en Europe? Comment est-ce qu'on garantit une concurrence loyale, une concurrence équitable entre les acteurs européens et non européens? Parce que quel est le pouvoir, on va dire, entre guillemets, de nuisance de nos autorités européennes sur des acteurs non européens qui n'en auraient rien à faire de nos règles? C'est pas du tout un sujet utopique puisque c'est un sujet qui existe en France, qui a existé depuis les débuts de la mise en place de la réglementation des marchés cryptoactifs français. Et sur ça, on a très peu de garanties sur l'efficacité de la supervision et la capacité de sanction d'acteurs qui feraient n'importe quoi. Ce qui, à la fin, est délétère puisque tu pénalises, parce que je le dis, hein, ça va coûter cher de se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Donc, c'est des coûts qui sont pénalisants pour le business. Ça va ralentir, c'est clair, le développement de champions parce que voilà, c'est des coûts que tu n'alloues pas ailleurs. Et donc, si on ne protège pas cette concurrence saine qui se développe et qui, pour se développer, se met en conformité avec la réglementation et qui porte des coûts et qui, à la fin, pose moins de risques, qui a de meilleures garanties de protection de l'investisseur, de stabilité des marchés, de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, de lutte contre les abus de marché. Ouais, c'est tout ça derrière la réglementation que cherche un régulateur, c'est d'atteindre ses objectifs. Mais tu atteins ces objectifs si tu promeus que des acteurs qui respectent ces règles grossissent et donc soient compétitifs sur le marché, et que tu empêches ceux qui veulent pas
respecter ces règles, de faire n'importe quoi. Et c'est que comme ça que la réglementation elle est efficace. Et c'est là où il faut qu'on soit extrêmement vigilant, parce que entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un énorme gouffre. Complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à Tether, hein, qui est l'émetteur du stablecoin USDT, qui a dit que concrètement, pour l'instant, il ne voulait pas se conformer à cette réglementation et ça pose un souci d'équité face Oui. à d'autres concurrents, en fait. Mais pourquoi? Parce que on a laissé, et ça c'est vraiment notre plus grosse déception, heu, dans MiCA, l'Europe a inséré une clause qui s'appelle la reverse solicitation, qui permet à un acteur qui n'est pas en Europe de dire: j'adresse pas agressivement le marché européen. Par contre, effectivement, personne n'empêche un citoyen européen de venir me voir. Mais si c'est pas moi qui m'adresse directement, proactivement, qui fait de la communication auprès du marché européen, effectivement, j'ai pas besoin de me conformer à MiCA. Et ça, c'est l'Europe qui a laissé cette possibilité de reverse solicitation. Parce que ça existe dans la réglementation financière traditionnelle, sauf qu'à l'époque, on n'en était pas à euh, ce développement de la finance mondiale. On est sur une innovation transfrontière, on est sur Internet, on peut aller s'adresser à n'importe quel type d'acteur. Enfin, en fait, ça n'a plus de réalité dans la nouvelle finance d'aujourd'hui. Mais c'est une clause qu'ils ont voulu maintenir dans MiCA, parce qu'existante dans la réglementation financière traditionnelle, mais qui est donc une brèche énorme dans laquelle des acteurs mal intentionnés étrangers peuvent s'engouffrer. Et ça a déjà été une brèche dans laquelle des acteurs qui n'ont pas voulu respecter la réglementation française PSAN se sont engouffrés en disant: «Non, non, bah, moi je vise pas le marché, français européen, donc je j'ai pas besoin de respecter, PSAN». Et ils peuvent le faire, mais sauf qu'il y en a qui disent qu'ils font de la reverse solicitation, Mm. alors que, bah, sur les réseaux sociaux, ils vont, trouver des relais de diffusion et de communication, qui sont aujourd'hui pas du tout monitorés par nos autorités. Ouais, du coup, c'est pas très équitable, on va dire. Alors, il y a une réglementation MiCA 2 hein, qui est prévue pour dans quelques années, je crois, en espérant que cette fois-ci, ça inclut ce point-là qui est quand même un point très important. Alors oui, ni l'Europe ni nous, on aime vraiment parler de MiCA 2, Ok. mais effectivement, il y a des questions qui, comme je disais, où l'Europe a été pragmatique sur le fait qu'elles ne pouvaient pas être résolues dans MiCA, et où il y a des réflexions plus abouties, donc sur la DeFi, sur les NFT, sur les exigences environnementales, etc. Et donc à la fin, est-ce que c'est une réglementation de la DeFi? Est-ce que c'est quelques acteurs des NFT qu'on va remettre dans MiCA et le reste, bah, ça va être dans d'autres réglementations déjà existantes? Voilà, donc MiCA 2, je le sais, c'est un concept un peu usité, parce que c'est Christine Lagarde qui est là, il me semble, mentionné la première fois. Mais parlez-en à la Commission européenne, ils aiment pas vraiment qu'on parle de MiCA 2, surtout quand MiCA n'est pas encore entré en Oui, application et qu'il y a quand même du boulot. c'est clair. Bon, en tout cas, voilà, ce que je retiens vraiment aussi, c'est qu'on est passé pas de loin d'un gouffre hein, pour l'écosystème blockchain français. Si les NFT, la DeFi avaient été interdits, enfin, ça aurait été plus que catastrophique. Donc voilà, beau travail de la part de la DAN. Merci. Super, merci beaucoup Faustine. On aurait pu, enfin, j'avais encore plein de questions, mais on va s'arrêter là. On fera une prochaine interview plus tard, mais c'était hyper intéressant. Merci pour ton temps. Bah, merci beaucoup, avec plaisir. Effectivement, on a beaucoup de sujets, donc ravie de revenir en parler, et j'espère que ça a pu un peu clarifier ce que fait la DAN et l'importance de notre mission. Yes, merci. Merci beaucoup.